La gravité ne nous a jamais fait défaut, pas une seule fois, ce qui soulève une question silencieuse et troublante. Et si c'était le cas? Pendant 7 secondes, juste le temps d'inspirer, le projet Encore prétend que la force qui maintient les océans, les villes et les corps en place pourrait simplement s'interrompre. Pas de sirène d'alarme, pas d'effondrement cinématographique, juste un monde qui se décolle doucement le 12 août 2026. La science officielle affirme que cela ne peut pas arriver. Et pourtant, la date demeure, le nombre demeure. Les murmures d'une préparation de 89 milliards de dollars refusent de s'estomper. Ce soir, nous naviguerons entre la physique réelle, les frontières spéculatives et l'étrange psychologie d'une catastrophe parfaitement synchronisée. Restez jusqu'à la fin, car la question la plus importante n'est pas de savoir si la gravité peut disparaître. Mais pourquoi tant de gens croient que cela pourrait arriver? Si ce mystère a commencé à s'installer dans vos pensées, envisagez de vous abonner et de nous rejoindre, afin de ne pas manquer ce qui pourrait suivre à mesure que de nouveaux éléments font surface discrètement. J'aimerais aussi savoir d'où vous nous écoutez, quelle heure il est dans votre coin du monde, et si vous avez le sentiment que l'histoire que nous entendons est complète, ou s'il y manque encore quelque chose d'important. Partie 1, l'horodatage qui refuse de mourir. Le 12 août 2026, 14h33, temps universel coordonné, 7 secondes. La plupart des théories du complot naissent et meurent dans le brouillard de l'ambiguïté. Elles prospèrent sur des chronologies vagues, des récits changeants et le genre de marge de manœuvre qui permet aux croyants d'ajuster leurs affirmations lorsque la réalité refuse de coopérer. Mais celle-ci plante son drapeau avec la précision d'une frappe chirurgicale. Pas à courant de la fin de l'été, pas peut-être dans la prochaine décennie, mais un moment précis gravé dans le calendrier avec l'assurance de quelqu'un qui lit un horaire de train. Et cette spécificité, c'est ce qui la rend si dérangeante. Voyez-vous, quand quelqu'un vous dit que le monde finira bientôt, votre cerveau classe cela dans la catégorie probablement n'importe quoi. Mais quand on vous donne la seconde exacte, quand on peut vous dire sur quel fuseau horaire régler votre montre, quelque chose change dans la façon dont nous traitons l'information. La précision ressemble à une connaissance d'initié. On a l'impression que quelqu'un a compté à rebours à partir d'un événement inévitable et a atterri sur ce moment précis pour une raison. Que cette raison soit réelle ou fabriquée devient presque secondaire par rapport au fait qu'elle existe. Cet horodatage appartient à ce qu'on appelle le projet Anchor, une théorie qui circule sur les forums, les canaux cryptés et les coins les plus sombres de la spéculation scientifique depuis plus longtemps que la plupart des canulars viraux ne parviennent à survivre. Elle prétend qu'à ce moment précis, le champ gravitationnel de la Terre connaîtra ce que la théorie appelle une fenêtre nulle. 7 secondes de rien. 7 secondes où la force qui a maintenu chaque atome de votre corps à la surface de cette planète depuis avant votre naissance cesse simplement de faire son travail. Maintenant, avant de fermer cet onglet et de retourner faire défiler des vidéos de chats, considérez ceci. La plupart des conspirations Internet mutent constamment. La date change quand la prédiction échoue. Le mécanisme est révisé quand quelqu'un souligne une faille logique. L'objectif se déplace si fréquemment qu'il faudrait un traceur GPS pour le suivre. Mais le projet Encore, il n'a pas bougé. L'horodatage reste le même à travers chaque itération, chaque récit, chaque fuite anonyme qui fait surface et resurface comme une bouteille à la mer qui refuse de couler. Le 12 août 2026 coïncide également avec une éclipse solaire totale, visible dans certaines parties de l'Europe, du Groenland et du nord de la Russie. Et c'est là que les choses deviennent psychologiquement intéressantes, car l'éclipse n'est pas présentée comme une cause dans la théorie. Elle est utilisée comme un marqueur, un alignement cosmique qui rendrait l'anomalie détectable, ou peut-être inévitable. La Lune glisse entre la Terre et le Soleil, et pour des raisons que la théorie ne précise jamais tout à fait, cet alignement correspond au moment exact où les forces gravitationnelles connaissent leur interruption de 7 secondes. Les éclipses ont toujours attiré ce genre d'attention. Tout au long de l'histoire humaine, nous les avons traités comme des présages, des points tournants, des moments où les règles normales pourraient être temporairement suspendues. Il y a quelque chose de primaire à regarder le soleil disparaître en plein milieu de la journée, à sentir la température baisser, à voir les ombres se comporter de manières inhabituelles. Nos ancêtres ont construit des mythologies entières autour de ces événements. Nous aimons penser que nous avons dépassé cette impulsion, mais la vérité c'est que nous avons simplement mis à jour notre mythologie. Nous avons troqué les dieux et les dragons pour des anomalies gravitationnelles et des fluctuations quantiques, mais la fin sous-jacente de signification cosmique reste exactement la même.
Ce qui rend cette théorie particulièrement résiliente, c'est la façon dont elle cadre l'événement. Ce n'est pas une apocalypse. Ce n'est pas la fin de la civilisation ou la mort thermique de la planète. C'est une brève anomalie, un hoquet dans les forces fondamentales qui régissent la réalité. 7 secondes, c'est assez long pour causer des dommages catastrophiques, mais assez court pour que la survie semble plausible. Cela se situe dans cette zone idéale entre négligeable et niveau d'extinction, juste là où l'imagination humaine a tendance à construire ses scénarios de catastrophes les plus élaborés. Réfléchissez à la différence entre quelqu'un qui vous dit « la gravité va disparaître » et « la gravité va disparaître pendant 7 secondes ». Le premier semble absurde, physiquement impossible, le genre de choses que l'on rejette immédiatement. Le second ressemble à un défi, comme un puzzle que votre esprit veut résoudre. Que se passerait-il réellement? Pourriez-vous vous y préparer? Le remarqueriez-vous avant qu'il ne soit trop tard? La spécificité transforme l'affirmation de fantaisie en quelque chose qui ressemble presque à un problème de physique, quelque chose que votre cerveau veut traiter plutôt que de rejeter d'emblée. Et voici la partie qui devrait vous faire réfléchir. Si c'est faux, si c'est juste un autre conte de fées Internet destiné à s'évaporer dès que le 13 août 2026 arrivera sans incident, alors pourquoi n'a-t-il pas évolué? Pourquoi la date n'a-t-elle pas été décalée lorsque les sceptiques ont commencé à rôder? Pourquoi le récit ne s'est-il pas fragmenté en une douzaine de versions concurrentes, chacune prétendant être la vraie vérité? Les canulars réussis sont des êtres vivants. Ils s'adaptent, ils changent, ils répondent à la pression en se transformant en quelque chose de plus difficile à cerner. Mais cet horodatage était resté figé, immuable, comme si les personnes qu'il propage ne s'intéressaient pas à l'autopréservation ou à la flexibilité narrative, comme s'ils attendaient simplement un moment précis sur le calendrier, confiants que l'univers fera le reste. Nous avons 7 mois avant de découvrir si la précision équivaut à la vérité ou si nous avons tous fixé une case vide du calendrier, attendant quelque chose qui n'a jamais été programmé. Mais avant d'en arriver là, nous devons comprendre ce que 7 secondes signifie réellement. Partie 2. 7 secondes sont une éternité en physique. 7 secondes, cela ne semble pas beaucoup. C'est à peine assez de temps pour lasser ses chaussures, répondre à un SMS ou verser une tasse de café sans en renverser. Mais dans l'univers de la physique extrême, 7 secondes pourraient tout aussi bien être un temps géologique. Considérez ce qui se passe en 7 secondes lors d'un sursaut gamma, l'événement électromagnétique le plus violent que nous ayons jamais détecté. Une étoile qui s'effondre libère plus d'énergie dans cette brève fenêtre que notre Soleil n'en produira au cours de toute sa durée de vie de 10 milliards d'années. Des galaxies à l'autre bout de l'univers observable enregistrent le pic. 7 secondes, c'est assez de temps pour qu'une collision d'étoiles à neutrons fasse vibrer l'espace-temps comme une cloche, envoyant des ondes gravitationnelles onduler vers l'extérieur à la vitesse de la lumière, étirant et comprimant le tissu même de la réalité d'une manière que nous n'avons appris à détecter qu'il y a moins d'une décennie. Dans le monde de la spéculation catastrophique, il y a eu un changement. Les anciens scénarios de fin du monde privilégiaient les désastres prolongés, des ères glaciaires de plusieurs années, des décennies d'hiver nucléaires, un effondrement climatique permanent. Mais l'imagination apocalyptique moderne est devenue plus rapide. Nous sommes devenus obsédés par l'idée que des événements mettant fin à la civilisation pourraient ne pas s'annoncer par des dégradations lentes et des avertissements préalables. Ils pourraient arriver par impulsion, en des moments si brefs que vous n'auriez pas le temps de comprendre ce qui se passe avant que cela ne soit déjà arrivé. C'est ce qui rend ces 7 secondes si puissantes sur le plan narratif. C'est assez long pour que les conséquences s'enchaînent, mais assez court pour que le temps de réaction humain devienne inutile. Vous ne pouvez pas évacuer en 7 secondes. Vous ne pouvez pas mettre en œuvre des protocoles d'urgence, diffuser des avertissements ou faire la paix avec vos choix. Vous ne pouvez que le vivre puis faire face à ce qui vient après. Parlons maintenant de ce qui arrive aux objets en mouvement lorsque la force qui agit sur eux disparaît. Les étudiants en physique apprennent ce principe tôt, l'inertie. Un objet en mouvement reste en mouvement, à moins d'être soumis à une force extérieure. En ce moment, vous ne bougez pas par rapport au sol sous vos pieds, mais vous bougez absolument par rapport au centre de la Terre. La planète tourne à environ 1000 milles par heure à l'équateur, plus lentement aux latitudes élevées. Mais elle tourne toujours. La gravité n'est pas ce qui vous fait tourner avec la surface. C'est la friction, c'est le contact. La gravité est ce qui vous maintient pressé contre cette surface pour que la friction puisse faire son travail. Supprimez la gravité, et rien ne s'élance immédiatement dans l'espace. C'est une idée fausse courante,
généralement accompagnées d'images cartoonesques de personnes et de voitures s'envolant vers le ciel dès que la force s'arrête. Ce qui se passe réellement est plus subtil et, d'une certaine manière, plus inquiétant. Vous continuez à bouger dans la direction où vous bougiez déjà, qui est la tangente à la surface de la Terre. La planète s'éloigne en se courbant sous vous. Vous ne vous envolez pas. Vous dérivez vers le haut, lentement, alors que le sol qui vous soutenait poursuit sa trajectoire courbe à travers l'espace pendant que vous suivez une ligne droite. 7 secondes de cela ne semble pas être assez de temps pour avoir de l'importance. Mais faisons le calcul inconfortable sans réellement faire le calcul. Imaginez que vous êtes immobile quand la gravité s'arrête. La surface de la Terre vous accélère de manière centripète, à un taux spécifique juste en tournant. Lorsque cette accélération cesse d'être communiquée par l'attraction gravitationnelle, vous commencez à suivre une trajectoire inertielle. Le sol s'éloigne à un certain rythme. Vous continuez tout droit à un autre. L'écart entre vous et la surface grandit, pas vite, mais de manière mesurable. Pour quelqu'un à l'équateur, cet écart serait plus grand. Pour quelqu'un dans un avion à l'altitude de croisière, l'écart devient un gouffre. L'appareil voyageait déjà vers l'avant, à plusieurs centaines de milles par heure. Ses ailes génèrent une portance basée sur des différences de pression d'air qui dépendent du fait que l'avion maintient une relation spécifique avec l'air qui l'entoure. Quand la gravité cesse de tirer l'atmosphère vers le bas, quand les gradients de pression qui rendent le vol possible commencent à se comporter de manière imprévisible, cet avion ne flotte pas doucement. Il commence une dérive chaotique à travers un air qui dérive également, et quand la gravité revient, l'avion et l'atmosphère reprennent simultanément leurs obligations gravitationnelles, mais pas nécessairement dans la même configuration qu'au départ. Voici ce qui rend les anomalies brèves plus crédibles que les permanentes. La physique leur laisse réellement de la place. Les lois que nous avons découvertes ne sont pas nécessairement des lois au sens législatif. Ce sont des modèles que nous avons observés avec une telle constance que nous les appelons fondamentaux. Mais fondamental ne signifie pas immuable dans toutes les circonstances concevables. Cela signifie immuable dans toutes les circonstances que nous avons pu tester. Et nous n'avons jamais testé ce qui arrive à la gravité pendant une fenêtre de 7 secondes le 12 août 2026, lors d'une éclipse solaire totale, au moment exact où une interférence d'ondes gravitationnelles pourrait, théoriquement, si l'on plisse les yeux très fort sur les mathématiques, produire quelque chose que personne n'a jamais vu auparavant. L'instrumentation moderne est devenue assez performante pour mesurer des choses qui auraient semblé magiques il y a une génération. Les horloges atomiques peuvent détecter la dilatation du temps causée par le fait de les élever d'un seul pied au-dessus du sol. Les détecteurs d'ondes gravitationnelles peuvent ressentir des distorsions dans l'espace-temps plus petites que la largeur d'un proton. Nous opérons à la limite de la précision de mesure dans le domaine où la différence entre « impossible à détecter » et « n'a pas encore été détecté » devient philosophique plutôt que pratique. Et c'est là que des théories comme le Projet Anchor trouvent leur oxygène. Non pas dans ce que nous savons, mais dans les écarts de plus en plus réduits entre ce que nous pouvons mesurer et ce que nous pouvons expliquer. 7 secondes, c'est assez court pour se cacher dans ces écarts. Assez court pour que si cela arrivait et que nous ne cherchions pas spécifiquement, avec les bons instruments au bon moment, nous pourrions le manquer entièrement. Ou nous pourrions voir quelque chose, enregistrer quelque chose et passer des décennies à débattre pour savoir si c'était réel ou un artefact de nos outils de mesure buggant à l'unisson. Le cerveau humain n'est pas programmé pour penser à la physique à cette échelle. Nous avons évolué pour suivre des animaux, prédire des modèles météorologiques et éviter de tomber des falaises. Notre intuition échoue spectaculairement lorsqu'on lui demande de prédire ce qui se passe quand les forces fondamentales prennent une pause café. C'est exactement pourquoi une fenêtre nulle gravitationnelle de 7 secondes semble à la fois absurde et terrifiante de plausibilité. Mais si 7 secondes suffisent pour transformer la planète en une expérience de physique qui tourne mal, alors la question suivante devient évidente. Qui dépenserait 89 milliards de dollars pour s'y préparer? Partie 3. Le problème de la fuite budgétaire. 89 milliards de dollars. Pas des milliards. Pas une somme massive. 89 milliards, avec une précision qui rend les comptables nerveux et fait saliver les théoriciens du complot. Parce que quand quelqu'un fabrique une dissimulation, il garde généralement les chiffres vagues. Financement illimité, ressources budgétaires secrètes. Plus d'argent que vous ne pouvez l'imaginer. La spécificité est l'ennemi de la fiction. La spécificité invite à la vérification, exige des reçus, crée des pistes de documents qui peuvent être suivis ou démentis.
Alors pourquoi quelqu'un prétendant avoir divulgué des informations sur le projet Encore risquerait-il d'y attacher un montant exact en dollars? Soit ils sont spectaculairement doués pour construire des mensonges crédibles, soit ils ne mentent pas, soit ils font quelque chose de plus intéressant, créer un mensonge si détaillé qu'il commence à ressembler à la vérité par la simple force de sa spécificité. Parlons de ce que nous savons sur les budgets noirs, les vrais, ceux que les gouvernements utilisent réellement lorsqu'ils ont besoin de financer des projets qui ne peuvent pas apparaître sur les registres publics. Pendant la guerre froide, des programmes d'armement entiers existaient dans l'écart entre les crédits et la surveillance. L'argent était réel, les programmes étaient réels, le secret était réel. Et voici la partie critique. Nous n'avons découvert la plupart d'entre eux que des décennies plus tard, quand quelqu'un a pris sa retraite, a été assigné à comparaître ou a décidé que sa conscience importait plus que son habilitation de sécurité. L'avion espion U-2, budget noir, le bombardier furtif, budget noir, le développement des armes nucléaires dans les premières années. Si budget noir que le vice-président ne savait pas qu'il existait avant de devenir président, ce n'était pas de petits projets. Il nécessitait des installations, du personnel, des engagements financiers à long terme et le genre de compartimentation qui permet à des milliers de personnes de travailler sur différentes pièces d'un même puzzle sans qu'aucune d'entre elles ne voie l'image complète. Les budgets noirs modernes fonctionnent de la même manière, juste avec un meilleur cryptage et plus de couches d'intermédiaires corporatifs. L'argent est affecté à la recherche et développement, à l'infrastructure de sécurité nationale ou à la planification de la continuité du gouvernement. Ces catégories sont assez larges pour cacher presque n'importe quoi et assez spécifiques pour que les contrôleurs du Congrès puissent se dire qu'ils font leur travail en les approuvant. Alors, qu'est-ce que 89 milliards de dollars vous permettrait réellement d'acheter dans le contexte d'une préparation à une anomalie gravitationnelle de 7 secondes? Imaginons le scénario. La préservation des données serait une priorité. Si vous connaissez l'horodatage exact où chaque système numérique sur Terre pourrait subir une interruption brève mais catastrophique, vous voudriez des sauvegardes. Pas seulement une redondance de serveurs, mais des archives physiques, géographiquement distribuées, de données critiques, dossiers financiers, bases de données médicales, systèmes de contrôle des infrastructures, tout ce dont la civilisation a besoin pour ne pas oublier comment elle fonctionne. 89 milliards pourraient construire ce réseau plusieurs fois. La planification de la continuité du gouvernement correspond aussi au budget. Les bunkers ne sont pas bon marché quand on les construit pour résister non seulement à des frappes nucléaires, mais au chaos potentiel des perturbations atmosphériques et de la panique de masse. Il faudrait des installations capables de fonctionner de manière indépendante pendant des semaines, avec de la nourriture, de l'eau, de l'énergie et la capacité de coordonner les efforts de récupération une fois les 7 secondes passées et l'évaluation des dommages commencés. Il faudrait des actifs de transport prépositionnés, des systèmes de communication endurcis contre les interférences et du personnel formé pour un scénario dont ils ne peuvent discuter avec personne en dehors du programme. La résilience des infrastructures devient vite coûteuse. Renforcer les réseaux électriques, sécuriser les installations de traitement de l'eau, stabiliser les réseaux de distribution de carburant contre le genre d'interruption brève mais totale qui pourrait dégénérer en semaines de chaos. 89 milliards commencent à sembler raisonnables quand on essaie d'empêcher une civilisation technologique de s'effondrer sous sa propre complexité dès que quelque chose de fondamental casse, même pour quelques secondes. Mais voici où le chiffre devient intéressant. 89 milliards, c'est trop peu pour une défense planétaire. Si vous croyez réellement qu'un astéroïde allait frapper la Terre, si vous essayez sincèrement de dévier ou de détruire une menace d'extinction, il vous faudrait plus, beaucoup plus. Des ordres de grandeur supplémentaires. Et 89 milliards, c'est trop important pour du pur théâtre, pour un canular conçu pour effrayer les gens, sans rien faire réellement. On pourrait générer le même niveau de panique avec une fraction de cet argent, dépensé en propagande et en guerre de l'information. 89 milliards se situent dans un étrange entre-deux. Trop gros pour être rejeté comme une fiction, trop petit pour être exhaustif. Exactement la taille à laquelle on s'attendrait si une coalition de gouvernements décidait de se préparer à une catastrophe spécifique et de durée limitée sans essayer de l'empêcher entièrement. Les documents divulgués qui contiendraient prétendument ce chiffre n'ont jamais été vérifiés. Aucun journaliste ne les a confirmés. Aucun lanceur d'alerte ne s'est manifesté avec des références vérifiables. Et pourtant, le nombre persiste, attaché au projet Encore,
avec la même constance obstinée que l'horodatage lui-même. Dans l'écosystème des théories du complot moderne, les documents sont des objets sacrés. Ils n'ont pas besoin d'être réels pour être crus. Ils ont juste besoin de ressembler au genre de choses qui pourraient être réelles, correctement formatées, utilisant la bonne terminologie, citant les bonnes agences de manière qui semble plausible pour des gens qui n'ont jamais vu de crédit classifié. Mais l'absence de preuves fonctionne dans les deux sens. Nous n'avons pas de preuve que le budget existe. Nous n'avons pas non plus de preuve qu'il n'existe pas. 89 milliards de dollars est une erreur de calcul dans les dépenses militaires mondiales, facile à cacher dans le bruit des budgets de la défense nationale, des dépenses d'infrastructures et des subventions de recherche qui s'étendent sur plusieurs pays et exercices fiscaux. Si vous vouliez financer quelque chose discrètement, si vous aviez besoin de déplacer de l'argent sans témoignage devant le Congrès ou surveillance parlementaire, c'est exactement comme cela que vous feriez. Distribuer, compartimenter, justifier sous des programmes existants qui ont déjà des classifications de sécurité. Et cela nous amène à la tension centrale. Si le projet Anchor est un canular, c'est le canular au budget le plus élaboré de l'histoire d'Internet. Si ce n'est pas un canular, si les gouvernements se préparent réellement à une fenêtre nulle gravitationnelle de 7 secondes, alors l'absence de discussion publique devient une preuve en soi. Non pas une preuve que c'est réel, mais une preuve que quelqu'un quelque part a décidé que le public n'est pas autorisé à participer à cette conversation particulière. Ce qui mène à la question évidente. Si on ne peut pas éteindre la gravité, si tout le principe viole tout ce que nous savons sur l'interaction entre la masse et l'espace-temps, alors de quoi parlons-nous exactement? Partie 4. La gravité n'est pas une force. Commençons par la chose que la plupart des gens comprennent mal à propos de la gravité, ce qui rend le démantèlement du projet encore plus difficile qu'il ne devrait l'être. La gravité n'est pas une force. Pas de la manière dont vous l'avez apprise en cours de physique au lycée, pas de la manière dont les communicateurs scientifiques l'expliquent habituellement, et certainement pas de la manière dont les théories du complot la traitent. Quand Isaac Newton a décrit la gravité, il nous a donné une équation qui fonctionnait spectaculairement bien pour prédire comment les objets tombent, comment les planètes gravitent, comment les marées se comportent. Mais il a admis qu'il n'avait aucune idée de ce qu'était réellement la gravité. Il pouvait décrire comment elle agissait, mais pas pourquoi. Cette explication a dû attendre Einstein, et quand elle est enfin arrivée, elle était plus étrange que ce que quiconque imaginait. La gravité est ce qui arrive quand la masse courbe l'espace-temps. Imaginez une boule de bowling posée sur un drap de caoutchouc tendu, créant une dépression. Une bille placée à proximité roule vers la boule de bowling non pas parce que celle-ci la tire, mais parce que le drap lui-même est courbé. La bille suit simplement le chemin le plus droit possible, à travers l'espace courbé, ce qui ressemble à une courbe de l'extérieur, mais semble droit pour la bille. Vous êtes la bille. La Terre est la boule de bowling. L'espace-temps est le drap. Quand vous tombez, vous n'êtes pas tiré vers le bas par une force d'attraction mystérieuse. Vous suivez la géométrie naturelle de l'espace-temps courbé, empruntant le chemin qui offre la moindre résistance. L'accélération vers le sol est ce qui arrive quand le sol interrompt votre géodésique, votre trajectoire naturelle à travers la géométrie de l'univers. Voici pourquoi cela importe pour le projet Anchor. Si la gravité n'est pas une force, vous ne pouvez pas l'éteindre. Il n'y a pas de générateur de champ de gravité bourdonnant quelque part au cœur de la planète. Il n'y a pas d'interrupteur à basculer, pas de fréquence à brouiller, pas de particules à neutraliser. La gravité est de la géométrie. C'est la forme de l'espace-temps répondant à la présence de masse. Tant que la Terre a une masse, elle courbe l'espace-temps. Tant que l'espace-temps est courbé, les objets suivent de cette courbure. La seule façon d'éteindre la gravité est de faire disparaître la masse, et faire disparaître la masse viole la conservation de l'énergie si profondément que vous pourriez tout aussi bien prétendre pouvoir éteindre les mathématiques. La plupart des démentis s'arrêtent ici. Ils expliquent pour eux que la gravité ne peut pas être désactivée, déclarent de victoire et passent à autre chose. Mais cela simplifie trop la réfutation d'une manière qui laisse de la place à la survie de la théorie. Car bien que l'on ne puisse pas éteindre la gravité en basculant un interrupteur, la physique laisse quelques portes très étroites, très spéculatives, ouvertes pour des scénarios où les effets gravitationnels pourraient temporairement se comporter de manières inattendues. L'annulation de champ est l'une de ces portes. Pas l'annulation de la gravité, car encore une fois, la gravité n'est pas un champ au sens électromagnétique. Mais il existe des cadres théoriques totalement non prouvés, de purs exercices mathématiques à ce stade, où des interactions entre des ondes gravitationnelles
ou des configurations de matière exotiques pourraient localement altérer la courbure effective de l'espace-temps, pas l'éliminer, pas l'inverser, mais la changer de manière qui pourrait, sous des conditions extraordinairement spécifiques, faire en sorte que les objets se comportent comme si la gravité s'était temporairement affaiblie ou avait changé de direction. La perturbation de la métrique de l'espace-temps est une autre piste spéculative. La métrique est la description mathématique de la géométrie de l'espace-temps. Si quelque chose, hypothétiquement, pouvait temporairement altérer cette métrique dans une région localisée, la géométrie changerait. Les objets suivraient toujours des géodésiques, toujours les chemins les plus droits, mais ces chemins mèneraient temporairement dans des directions différentes. Pour un observateur, il pourrait sembler que la gravité s'est arrêtée. Pour l'espace-temps, rien de fondamental n'aurait changé. Juste la géométrie locale, répondant à une perturbation inconnue. Rien de tout cela n'a jamais été observé. Aucune expérience n'a jamais démontré une réduction de la gravité indépendante d'une réduction de la masse. Chaque tentative de créer un blindage gravitationnel ou une modification locale de la gravité a échoué, ou s'est avéré être une erreur de mesure. Les cadres théoriques qui permettent ces possibilités sont l'équivalent physique de la fan-fiction, des exercices intéressants qui repoussent les limites mathématiques sans prétendre décrire la réalité. Et pourtant, le fait que ces cadres existent, que des physiciens puissent écrire des articles les explorant sans être chassés de l'académie par les rires, signifie que la gravité ne peut pas s'éteindre, n'est pas une affirmation aussi blindée qu'elle en a l'air. Il est plus précis de dire « la gravité ne peut pas s'éteindre dans toutes les circonstances que nous ayons jamais rencontrées ou que nous ayons des raisons de croire exister dans la nature ». Ce qui est une affirmation beaucoup plus forte scientifiquement, mais une affirmation beaucoup plus faible rhétoriquement. C'est pourquoi le projet Anchor survit au contact de l'éducation physique de base. Les gens qui le propagent ne prétendent pas que la masse de la Terre disparaît. Ils prétendent que quelque chose perturbe la métrique, interfère avec la courbure, crée une géométrie temporaire où les chemins naturels suivis par les objets pointent ailleurs que vers le centre de la planète. Ils se cachent dans l'écart entre impossible et jamais observé, pariant que la plupart des gens ne peuvent pas faire la différence. Et honnêtement, la plupart ne le peuvent pas. Quand vous dites à quelqu'un que la gravité est un espace-temps courbé, ses yeux se voilent. Quand vous leur dites qu'il existe une faille mathématique qui pourrait permettre des perturbations temporaires sous des conditions que nous ne comprenons pas pleinement, ils entendent « les scientifiques ne sont pas sûrs » et traduisent cela par « cela pourrait être réel ». La vérité est plus simple et plus frustrante. Les scientifiques sont sûrs que dans toutes les conditions observées, la gravité se comporte exactement comme la relativité générale le prédit. Les scientifiques sont moins sûrs de ce qui se passe dans des conditions qui n'ont jamais été observées, ne peuvent pas être reproduites en laboratoire et n'existent peut-être nulle part dans l'univers. Cette incertitude, cette humilité fondamentale sur les limites de la connaissance humaine, est censée être la force de la science. Mais entre les mains d'une théorie du complot, elle devient une vulnérabilité. Ainsi, lorsque le projet Anchor prétend que l'interférence d'ondes gravitationnelles ou la perturbation métrique ou tout autre phénomène à peine compris provoquera une fenêtre nulle de 7 secondes, le démystifier exige plus que de dire simplement « c'est impossible ». Cela exige d'expliquer pourquoi c'est impossible, quelles expériences ont limité l'espace des possibles et ce qui devrait être vrai pour que cela devienne possible. Et dès l'instant où vous commencez à faire cela, dès l'instant où vous vous engagez dans la théorie selon ses propres termes spéculatifs, vous avez déjà perdu une partie de l'argument. Parce que maintenant, vous ne parlez plus de savoir si c'est réel. Vous parlez de la raison pour laquelle le silence qui l'entoure semble si calculé. Partie 5. Le modèle du silence. Le silence est un choix. Lorsque les institutions, les gouvernements et les organisations scientifiques choisissent de ne pas répondre à une affirmation virale, ce choix révèle quelque chose sur la façon dont ils perçoivent la menace. Non pas la menace que l'affirmation soit vraie, mais la menace de s'y engager tout court. La plupart des théories marginales ne reçoivent pas de réponse officielle. La NASA ne publie pas de communiqué de presse pour réfuter les affirmations sur la Terre plate. Le CDC n'organise pas de séances d'information pour réfuter la guérison par les cristaux. L'équipe du Grand Collisionneur de Hadron ne perd pas son temps à expliquer pourquoi ces expériences n'ouvriront pas de portail vers l'enfer. Ce n'est pas de la négligence, c'est de la stratégie, car l'attention institutionnelle a une masse. Elle courbe le paysage de l'information autour d'elle.
Lorsqu'un organisme officiel prend le temps de nier formellement quelque chose, une partie de la population entend « ils sont assez inquiets pour répondre ». C'est l'effet Streisand appliqué à la communication scientifique. Essayer de supprimer ou même d'aborder une affirmation fausse peut l'amplifier plus efficacement que n'importe quelle promotion populaire. L'acte de déni devient une preuve d'inquiétude, qui devient une preuve de plausibilité, ce qui nourrit le cycle de la spéculation. Les institutions adoptent donc une approche différente. Elles ignorent ce qu'elles peuvent se permettre d'ignorer, en espérant que cela s'éteindra naturellement lors de la prochaine distraction virale. Le projet Anchor a été ignoré, de manière approfondie, constante, par chaque agence spatiale majeure, chaque institution de physique et chaque organisme scientifique gouvernemental qui pourrait théoriquement s'exprimer à ce sujet. Pas de démenti formel, pas d'article de blog explicatif de l'Agence spatiale européenne, pas de panel de l'Académie nationale des sciences convoqué pour remédier à l'incompréhension du public. Juste le silence, propre et total. Et ce silence a une texture, car il y a une différence entre « ne vaut pas notre temps » et « trop déstabilisant pour être abordé ». Certaines affirmations fausses sont socialement inoffensives. Le fait que des gens croient que la Terre est plate n'empêche pas les vaccins de fonctionner ni les satellites d'orbiter, mais des gens qui croient que la gravité terrestre va faillir pendant 7 secondes, cela a le potentiel de déclencher une véritable panique, une instabilité des marchés, une ruée sur les fournitures d'urgence et le genre de rupture sociale qui s'autoréalise, même si la cause sous-jacente est fictive. Lorsque les institutions décident qu'une affirmation est dangereuse plutôt que simplement fausse, elles font face à un choix impossible, la démystifier et risquer de l'amplifier, l'ignorer et risquer de paraître complice par le silence. La stratégie optimale devient une sorte de suppression douce. Pas de déclarations officielles, mais de nombreuses démystifications informelles par des communicateurs scientifiques, des éducateurs sur YouTube et des figures médiatiques de confiance qui peuvent l'aborder sans conférer de légitimité institutionnelle. Et c'est exactement ce que nous avons vu avec le projet Anchor. Pas de communiqué de presse de la NASA, mais de nombreux articles de journalistes scientifiques expliquant pourquoi les fenêtres nulles gravitationnelles violent la physique connue. Pas de déclaration de la Maison-Blanche, mais de nombreux articles de blogs de physiciens expliquant patiemment pourquoi la théorie ne fonctionne pas. Le message passe sans que le messager n'ait trop d'importance. Sauf que cela n'a pas fonctionné. La théorie persiste, le rodatage demeure, et le silence des institutions officielles a été intégré dans le récit complotiste lui-même, réinterprété comme une preuve plutôt que comme un rejet. Si le projet Anchor était manifestement faux, selon cette logique, une autorité officielle le dirait. Le fait que personne n'ait fait de déclaration officielle signifie soit qu'ils le prennent au sérieux, soit qu'ils ont l'ordre de ne pas en discuter, soit qu'ils attendent de voir si le public s'en aperçoit, avant de décider comment répondre. C'est le paradoxe de la guerre de l'information moderne. La vérité ne l'emporte plus automatiquement sur la fiction. La crédibilité institutionnelle a été érodée au point que les démentis officiels ont moins de poids qu'autrefois, tandis que les confirmations officieuses et les fuites anonymes en ont plus. Le marché des idées est devenu si bruyant, si pollué par des signaux contradictoires, que le silence est souvent interprété, non pas comme de l'indifférence, mais comme une ambiguïté stratégique. Et peut-être que cette interprétation n'est pas tout à fait erronée, car il existe des scénarios où les gouvernements choisiraient de ne pas aborder publiquement une prédiction catastrophique, même s'ils savaient qu'elle était fausse, si l'aborder causait plus de tort que de la laisser circuler. Si le processus de démystification exigeait de révéler des informations classifiées sur les systèmes de surveillance, les protocoles de préparation ou la mesure dans laquelle ils suivent réellement les anomalies potentielles. Si confirmer qu'ils ne s'y préparent pas sapait la confiance du public dans leur capacité à répondre à des menaces légitimes, ou de manière plus troublante s'ils n'étaient pas sûrs, si les données étaient ambiguës, si les modèles montraient quelque chose d'inattendu qui n'atteint pas le niveau de certitude requis pour une divulgation publique, mais qui est assez significatif pour qu'il soit irresponsable de le rejeter entièrement. Dans ce scénario, le silence n'est ni complicité ni déni. C'est l'incertitude qui refuse de se diffuser tant qu'elle n'est pas résolue. Nous nous retrouvons dans une situation où l'absence de confirmation ne signifie pas l'absence d'inquiétude, et l'absence de déni ne signifie pas une confirmation implicite. Le modèle du silence est parfaitement optimisé pour générer un maximum de spéculation, tout en révélant un minimum d'informations. Et que cette optimisation soit intentionnelle ou accidentelle devient impossible à déterminer depuis l'extérieur des institutions qui la maintiennent.
Mais le silence n'est pas la seule chose qui nécessite une explication. Si le projet Anchor repose sur une base de physique mal comprise, alors nous devons parler de l'incompréhension spécifique sur laquelle il est bâti, de la découverte scientifique qui se retrouve déformée en quelque chose qu'elle n'a jamais été censée être. Partie 6. Les ondes gravitationnelles, la découverte la plus mal comprise du siècle. Le 14 septembre 2015, LIGO a détecté quelque chose que l'humanité cherchait depuis qu'Einstein l'avait prédit un siècle plus tôt, des ondes gravitationnelles, des ondulations dans l'espace-temps lui-même, voyageant à la vitesse de la lumière, créées par la collision de deux trous noirs à plus d'1 milliard d'années-lumière de distance. Ce n'était pas une découverte subtile, c'était la confirmation que l'espace-temps n'est pas une scène statique où la physique se produit. C'est un milieu dynamique, capable de vibrer, de s'étirer, de se comprimer, transportant des informations sur les événements les plus violents de l'univers. Les détecteurs qui ont capté ces ondes sont des merveilles d'ingénierie, mesurant des distorsions plus petites que la largeur d'un proton sur des trajectoires laser de plusieurs kilomètres de long. Lorsque les ondes ont traversé la Terre, elles ont comprimé et étiré l'espace entre les miroirs du détecteur d'une distance des milliers de fois plus petite qu'un noyau atomique. Puis le public a essayé de comprendre ce que cela signifiait. Voici ce que font réellement les ondes gravitationnelles. Ce sont des distorsions périodiques de la géométrie de l'espace-temps, se propageant vers l'extérieur à partir de masses en accélération. Lorsqu'une onde vous traverse, l'espace que vous occupez devient brièvement un peu plus long dans une direction et un peu plus court dans une autre. Puis le modèle s'inverse. Vous oscillez de quantités minuscules au passage de l'onde. Tout ce qui vous entoure fait de même. L'effet est réel, mesurable et totalement imperceptible pour les sens humains, car l'amplitude est incroyablement petite. Voici ce que les ondes gravitationnelles ne font pas. Elles ne poussent pas les objets. Elles n'exercent pas de force au sens traditionnel. Elles n'annulent pas la gravité, ne la contrecarrent pas et n'interfèrent pas avec elle d'une manière qui ferait flotter les objets. La géométrie change, mais la masse continue de courber l'espace-temps. Les objets suivent toujours des géodésiques. La relation fondamentale entre la masse et la courbure de l'espace-temps reste totalement intacte. Mais quelque part entre les articles techniques et les explications publiques, quelque chose s'est brouillé. Les gens ont entendu des ondes qui affectent la gravité et ont traduit cela par des ondes qui contrôlent la gravité. Les gens ont entendu des distorsions dans l'espace-temps et ont imaginé des technologies capables de manipuler délibérément ces distorsions. Et une fois cette graine plantée, elle a poussé dans des directions qu'Einstein n'avait jamais imaginées. L'interférence constructive est devenue le nouveau mot à la mode. Si deux ondes peuvent s'additionner pour former une onde plus grande, selon ce raisonnement, alors peut-être que des ondes gravitationnelles provenant de différentes sources pourraient interférer de manière constructive et annuler la courbure de fond du champ gravitationnel terrestre. Peu importe que les ondes gravitationnelles ne fonctionnent pas comme les ondes sonores ou lumineuses à cet égard. Peu importe que l'amplitude requise soit cosmiquement absurde. Peu importe que l'annulation de la gravité ne soit même pas un concept significatif en relativité générale. L'idée semblait assez plausible pour des gens ayant suivi des cours de physique au lycée et se souvenant que les ondes s'annulent parfois, et cela suffisait. Le récit des ondes gravitationnelles du projet Anchor s'appuie sur cette incompréhension. La théorie suggère que le 12 août 2026, de multiples sources d'ondes gravitationnelles s'aligneront, leurs signaux arrivant sur Terre simultanément, créant un motif d'interférence qui annulera temporairement le champ gravitationnel de la planète. Non pas par un mécanisme soutenu par la physique réelle, mais par une sorte d'alchimie narrative qui semble assez sophistiquée pour résister à une démystification rapide. Le problème est que nous sommes devenus très doués pour détecter les ondes gravitationnelles. Nous savons d'où elles viennent. Nous pouvons prédire quand des fusions de trous noirs ou des collisions d'étoiles à neutrons seront observables. Nous avons des catalogues de sources, des cartes du ciel en ondes gravitationnelles. Et il n'y a rien de prévu pour le 12 août 2026. Aucune fusion prédite, aucun sursaut attendu, aucun alignement de sources connues qui produirait ne serait-ce que le plus faible signal et encore moins le genre de motif d'interférence requis pour faire octer la gravité d'une planète entière. Mais encore une fois, l'absence de prédiction n'est pas synonyme d'impossibilité. Nous ne détectons des ondes gravitationnelles que depuis moins d'une décennie. L'univers est vieux, étrange et plein de phénomènes que nous n'avons pas encore répertoriés. Pourrait-il y avoir des sources que nous n'avons pas détectées? Pourrait-il y avoir des motifs d'ondes que nous n'avons pas reconnus?
Pourrait-il y avoir des interactions entre le rayonnement gravitationnel et la masse planétaire dont nos modèles actuels ne tiennent pas compte? La réponse est presque certainement non, mais ce presque certainement contient un mince espace où la spéculation peut se cacher. Et c'est dans ce mince espace que vit le projet Anchor, soutenu par l'écart entre ce que nous avons observé et ce qui pourrait théoriquement être observable, si les conditions étaient exactement réunies d'une manière que nous ne pouvons actuellement pas prédire. La science réelle est tout le temps détournée vers des cadres spéculatifs de cette façon. La mécanique quantique devient la guérison quantique. La relativité devient le voyage dans le temps. La plasticité neuronale devient un potentiel humain illimité. Le modèle est toujours le même. Prendre une découverte scientifique authentique, en retirer les contraintes mathématiques qui la maintiennent ancrée dans la réalité, extrapoler sauvagement au-delà de ce que les preuves soutiennent, et présenter le résultat comme une extension naturelle de ce que les scientifiques ont déjà prouvé. Les ondes gravitationnelles allaient inévitablement être vulnérables à ce traitement. Elles sont invisibles, imperceptibles, et nécessitent des instruments de plusieurs milliards de dollars pour être détectés. Elles proviennent d'événements si extrêmes que l'intuition humaine n'a aucun cadre pour les comprendre. Elles touchent aux questions les plus profondes sur la nature de l'espace et du temps. Bien sûr qu'elles allaient être mythifiées, bien sûr que les gens allaient imaginer des applications et des implications qui n'ont rien à voir avec la physique réelle. Bien sûr que quelqu'un allait prétendre qu'elles pourraient être militarisées ou exploitées, ou déclenchées accidentellement de manière qui pose des risques existentiels. Et plus nous en découvrons sur les ondes gravitationnelles, plus nous trouvons de lacunes dans notre compréhension, plus nous fournissons de carburant aux théories qui exploitent ces lacunes. Chaque nouvelle détection soulève de nouvelles questions. Chaque signal inattendu nécessite de nouvelles explications. La frontière de la connaissance est toujours l'endroit le plus désordonné de la science, là où l'incertitude et la découverte coexistent et où la différence entre « nous ne savons pas encore » et « cela pourrait être n'importe quoi » devient facile à brouiller. Ainsi, lorsque le projet Anchor invoque un mécanisme d'onde gravitationnelle, il ne revendique pas quelque chose d'entièrement déconnecté de la réalité. Il revendique une version de la réalité où notre compréhension actuelle est incomplète de manière très spécifique, où les lacunes de nos connaissances s'alignent parfaitement avec les besoins du récit. Il prétend que nous posons les mauvaises questions, que nous regardons au mauvais endroit, et que la réponse se révélera à 14h33 temps universel coordonné à une date qui n'est pas encore arrivée. Mais les ondes gravitationnelles ne sont pas le seul petit caillou scientifique que suit cette théorie. Il y a aussi la question de l'article qui aurait prédit cela, la recherche qui a disparu avant que quiconque puisse la vérifier. Partie 7. Le modèle de l'article perdu de 2019. Chaque théorie du complot a besoin d'une bonne histoire d'origine, d'un moment où quelqu'un a compris et a essayé de nous avertir. Pour le projet Anchor, ce moment serait arrivé en 2019, lorsqu'un physicien anonyme aurait publié un article calculant la probabilité d'une fenêtre nulle gravitationnelle se produisant lors d'une éclipse solaire. 94,7%. Pas une haute probabilité. Pas statistiquement significatif. 94,7%. Un nombre si spécifique qu'il exige d'être soit réel, soit complètement fabriqué. L'article serait brièvement apparu sur un serveur de prépublication avant d'être retiré. Des captures d'écran circulent, des descriptions de seconde main prolifèrent, mais l'article lui-même, disparu, supprimé, effacé ou n'ayant jamais existé, selon la version de l'histoire que vous rencontrez. Les articles de recherche manquants sont de l'or pour les théories du complot. Ils sont infalsifiables par conception. Vous ne pouvez pas démystifier un document qui n'est pas disponible pour examen. Vous ne pouvez pas vérifier les citations qui ont été effacées. L'absence devient la preuve que quelqu'un de puissant voulait que l'information soit supprimée. Et plus les sceptiques exigent agressivement de voir l'article réel, plus son absence est recadrée comme une validation de son importance. Ce modèle se répète sans fin dans la culture complotiste. Des documents secrets de Tesla, des remèdes contre le cancer supprimés, des résultats de fusion froide qui menaçaient les compagnies pétrolières. Toujours la même histoire, une recherche révolutionnaire qui menaçait les mauvaises personnes, retirée de la circulation avant qu'elles ne puissent changer le monde. Le chercheur reste généralement anonyme ou est opportunément décédé. L'institution qui a hébergé la recherche nie qu'elle n'ait jamais existé. Et le manque de preuves se transforme en preuve d'une suppression réussie. Voici comment les rétractations fonctionnent réellement dans la science évaluée par les pairs. Elles sont publiques, documentées
et expliquer. Lorsqu'un article a été rétracté, la revue publie un avis expliquant pourquoi. Violation éthique, fabrication de données, résultats non reproductibles. L'article ne disparaît pas. Il reste dans les archives avec un gros tampon rouge indiquant qu'il était rétracté afin que toute personne le cherchant sache qu'il a été invalidé, mais puisse toujours le lire et comprendre ce qui s'est mal passé. Les serveurs de prépublication fonctionnent différemment. N'importe qui peut téléverser. Rien n'est évalué par les pairs. Les articles peuvent être retirés par les auteurs sans explication. Mais les serveurs gardent des traces. Ils suivent les téléversements, les téléchargements, l'historique des versions. Si un article apparaissait puis s'évanouissait, il y aurait des métadonnées. Il y aurait des gens qui l'auraient téléchargé, enregistré des copies, en auraient discuté. À l'ère des archives Internet et de la thésaurisation compulsive de contenu numérique, les articles de recherche ne s'évaporent pas proprement. À moins, bien sûr, que la disparition n'ait été coordonnée. À moins que les personnes derrière le projet Anchor n'aient eu les ressources pour purger non seulement les serveurs officiels, mais aussi les caches, les sites miroirs, les copies de sauvegarde dispersées sur les réseaux académiques. À moins que la menace n'ait été assez importante pour justifier ce niveau de nettoyage numérique. Dans ce cas, nous ne parlons pas d'un chercheur isolé publiant des conclusions controversées. Nous parlons d'un pouvoir institutionnel agissant avec précision pour éliminer l'information avant qu'elle ne puisse se propager. Mais voici le problème avec ce récit. La physique n'est pas comme la recherche sur l'armement. Vous ne pouvez pas supprimer un résultat mathématique comme vous pouvez classer secret la conception d'une bombe. Si une probabilité de 94,7% de perturbations gravitationnelles était calculable à partir de la physique connue et de données publiques, n'importe qui avec les connaissances adéquates pourrait reproduire le calcul. L'article n'aurait pas besoin d'exister. La connaissance serait là, reproductible par n'importe quel étudiant diplômé ayant accès à un ordinateur correct et aux bonnes bases de données de mécanique orbitale. Le fait que personne n'ait calculé indépendamment cette probabilité, qu'aucun physicien ne se soit manifesté en disant « j'ai fait les calculs et voici ce que j'ai trouvé », suggère soit que le calcul nécessite des informations qui ne sont pas publiques, soit que le calcul ne fonctionne pas, soit qu'il n'y a jamais eu de calcul au départ. L'anonymat renforce les légendes car il supprime la responsabilité. Le physicien anonyme ne peut pas être interrogé, on ne peut pas lui demander de montrer son travail, on ne peut pas faire pression sur lui pour qu'il admette avoir fait une erreur. Il n'existe dans l'histoire qu'en tant que fonction. La personne qui en savait trop, qui a essayé de nous avertir, qui a payé le prix pour avoir dit la vérité au pouvoir. Son anonymat n'est pas un bug. C'est une fonctionnalité qui rend le récit immunisé contre la vérification. Et la disparition? Elle est aussi parfaite sur le plan narratif. Un article qui existe mais auquel on ne peut pas accéder crée une tension perpétuelle. Il pourrait refaire surface. Quelqu'un pourrait en avoir gardé une copie. L'information pourrait fuiter sous d'autres formes. La disparition garantit que le projet Anchor ne pourra jamais être totalement démystifié car, quelque part, hypothétiquement, il existe un document qui prouve tout. C'est la différence entre la suppression et l'irréproductibilité. La véritable suppression de la connaissance scientifique est difficile, coûteuse et finalement futile à l'ère d'Internet. L'information veut être libre, et l'information scientifique particulièrement, car les scientifiques sont formés pour partager, répliquer, vérifier. Mais l'irréproductibilité est facile. L'irréproductibilité arrive tous les jours quand quelqu'un publie des résultats qui semblaient bons, mais ne peuvent être répétés. Soit parce que la méthodologie était défaillante, soit parce que la conclusion était un bruit statistique, soit parce que le phénomène n'a jamais vraiment existé. La plupart des théories radicales meurent de cette façon, non pas violemment, non pas par la suppression, mais par l'échec silencieux de la réplication. Quelqu'un d'autre tente l'expérience et obtient des résultats différents. Quelqu'un vérifie les calculs et trouve une erreur. Quelqu'un demande les données brutes et découvre qu'elles ne soutiennent pas les conclusions publiées. La théorie n'est pas détruite. Elle cesse simplement d'être intéressante pour les gens qui n'étaient pas déjà émotionnellement investis dans sa véracité. L'article manquant du projet Anchor saute opportunément cette étape. Il ne peut pas échouer à la réplication puisqu'on ne peut pas y accéder pour essayer. Il existe dans une superposition d'états. Simultanément, le calcul le plus important de la physique est totalement indisponible pour vérification. L'article de recherche de Schrödinger, vivant et mort jusqu'à ce que quelqu'un ouvre la boîte que personne ne peut trouver. Ce qui nous amène à la question suivante. Si cette fenêtre de 7 secondes se produisait réellement, si la gravité prenait des vacances imprévues,
À quoi ressemblerait réellement ce moment? Partie 8. Si la gravité cligne des yeux, que se passe-t-il réellement en premier? Vous êtes debout sur un trottoir quand cela commence. Vous ne ressentez rien au début, car la gravité n'a pas de texture. Elle vous tire vers le bas toute votre vie avec exactement la même force, si constante que vous n'avez jamais remarqué qu'elle est là. Quand elle s'arrête, l'absence n'est pas immédiate. Votre corps a une inertie, vos cellules ont une masse. Votre poids ne s'évapore pas à l'instant où la gravité s'éteint, car le poids est la résistance à l'accélération, et vous n'accélérez pas encore. La première chose que vous remarqueriez comme étant anormale serait subtile. Votre sens de l'équilibre utilise le liquide de votre oreille interne, des canaux semi-circulaires qui enregistrent le mouvement, en suivant comment le liquide se déplace contre de minuscules cellules ciliées. Quand la gravité disparaît, ce liquide cesse de se stabiliser dans la direction que vous avez passé toute votre vie à attendre. Les signaux que votre cerveau reçoit cessent d'avoir du sens. Le monde ne tourne pas, vous ne tombez pas. Mais quelque chose dans la relation entre votre corps et le sol a changé d'une manière pour laquelle votre système nerveux n'a aucune référence. En l'espace d'une seconde, peut-être deux, les objets qui étaient en équilibre précaire commencent à dériver. Une tasse de café posée sur une table ne s'élance pas vers le haut. Elle s'élève lentement, presque doucement, alors que la surface de la table cesse d'exercer une force normale et que la tasse poursuit les vibrations microscopiques qu'elle subissait déjà. L'eau dans les récipients ouverts commence à se détacher des parois, maintenue par la tension superficielle, mais n'étant plus pressée vers le bas par la gravité. Des gouttes se forment, sphériques, parfaites, en suspension. Le sol sous vos pieds tourne. À l'équateur, la surface de la Terre se déplace à environ 1000 milles par heure. Aux latitudes moyennes, plus lentement, mais toujours en mouvement, vous emportant toujours dans un cercle parce que la gravité vous maintient contre la surface et que la friction vous garde synchronisé. Quand la gravité s'arrête, la friction seule ne peut pas faire le travail. Vos pieds commencent à glisser, microscopiquement d'abord, suivant la trajectoire rectiligne sur laquelle vous étiez déjà, pendant que la surface courbe poursuit sa rotation. C'est là que les mathématiques deviennent inconfortables sans devenir techniques. La Terre s'éloigne de vous à un rythme spécifique déterminé par son rayon. Vous continuez sur votre tangente, votre trajectoire rectiligne. L'écart entre vous et le sol grandit. Pas rapidement, pas comme si vous sautiez, plutôt comme si vous dériviez, flottiez, comme si la planète déclinait doucement de vous garder. Pour quelqu'un debout, immobile, le déplacement pourrait être de quelques pouces en 7 secondes. Notifiable, alarmant, mais survivable. Pour quelqu'un dans une voiture, les chiffres s'aggravent. La voiture se déplaçait vite, maintenue sur la route par la gravité pressant les pneus avec assez de force pour que la friction transforme l'énergie de rotation des roues en mouvement vers l'avant. Sans gravité, les pneus perdent la pression de contact. La voiture ne se dirige plus. Elle dérive dans la direction où elle était pointée, la friction tombant à presque rien, l'élan l'emportant vers l'avant, alors que la route s'éloigne en se courbant dessous. Les aéronefs sont le scénario cauchemardesque. Un avion à l'altitude de croisière compte sur la gravité pour rester dans une relation spécifique avec l'air qui l'entoure. La portance est générée par des différences de pression au-dessus et au-dessous de l'aile. Des différences qui existent, parce que l'air a un poids, parce que la gravité tire l'atmosphère selon un gradient de densité qui diminue avec l'altitude. Quand la gravité s'arrête, ce gradient ne disparaît pas instantanément, mais il cesse d'être renforcé. L'air commence à se dilater, la pression s'égalise, et les ailes qui généraient là de la portance en exploitant ce gradient se retrouvent soudain à pousser contre un air qui ne coopère plus comme il le devrait. Le pilote n'a pas le temps de réagir. 7 secondes ne suffisent pas pour comprendre ce qui se passe, et encore moins pour corriger. La trajectoire de l'avion devient balistique, suivant le chemin que son vecteur vitesse décrivait déjà. Quand la gravité revient, l'atmosphère s'effondre à nouveau, l'avion se retrouve dans un air qui n'est plus là où il l'attendait, et les forces requises pour revenir à un vol contrôlé pourraient dépasser ce que la cellule peut supporter. Les océans n'explosent pas dans l'espace, mais ils ne restent pas non plus en place. L'eau est maintenue dans les bassins océaniques par la gravité. Sans elle, la tension superficielle prend brièvement le relais, essayant de maintenir l'eau ensemble, mais la tension superficielle est faible à l'échelle planétaire. L'eau commence à s'élever, non pas comme une masse cohérente, mais comme une expansion chaotique, les rides de surface s'amplifiant, les vagues perdant leur structure. Les régions côtières voient le bord de l'océan se retirer, non pas comme un tsunami qui reflue,
mais comme si le concept même de niveau de la mer devenait négociable. Et l'atmosphère? L'atmosphère terrestre a une masse. Beaucoup. L'air que vous respirez existe à une pression au niveau du sol parce que le poids de tout l'air au-dessus le comprime vers le bas. Sans gravité, cette compression s'arrête. L'atmosphère commence à se dilater, sans s'échapper dans l'espace, mais en s'étalant, cherchant l'équilibre. La pression atmosphérique à la surface chute. La pression atmosphérique en altitude augmente. Tout ce qui dépend des gradients de pression, de la respiration au moteur à combustion en passant par l'intégrité structurelle des bâtiments étanches, est soudain confronté à des conditions pour lesquelles il n'a pas été conçu. 7 secondes ne suffisent pas pour que l'atmosphère se dilate totalement, que les océans se désintègrent ou que la rotation de la planète projette tout le monde dans le vide. Mais c'est assez long pour que les systèmes dépendants de la stabilité commencent à faillir, assez long pour que chaque avion devienne une crise, assez long pour que chaque littoral subisse un déplacement d'eau, assez long pour que les infrastructures conçues sur l'hypothèse que la gravité est constante rencontrent des conditions pour lesquelles elles n'ont jamais été testées sous pression. Puis la gravité revient. La masse de la planète n'a pas changé. La courbure de l'espace-temps reprend sa place. Et tout ce qui dérivait, flottait, s'étendait, suivait des trajectoires balistiques, se souvient soudain de la direction du bas. Partie 9. La véritable zone de danger, quand la gravité revient. Les 7 secondes d'apesanteur pourraient être survivables. Le retour est l'endroit où les choses deviennent fatales. Imaginez que vous ayez dérivé de 6 pieds au-dessus du sol. Pas parce que vous avez sauté, pas parce que vous avez été lancé, mais parce que le sol s'est éloigné, pendant que vous continuiez tout droit. Vous planez, désorienté, votre oreille interne hurlant des signaux contradictoires, votre cerveau essayant de traiter pourquoi le trottoir ne touche plus vos pieds. Et puis, à 7,01 secondes, la gravité se réaffirme. Vous ne redescendez pas en flottant doucement. Vous tombez, instantanément, avec toute l'accélération de 9,8 mètres par seconde au carré, depuis la hauteur que vous avez atteinte. Pour la plupart des gens debout sur le sol, c'est une chute survivable, l'équivalent de sauter d'un muret. Douloureux si vous retombez mal, potentiellement blessant, mais pas intrinsèquement mortel. Mais vous n'êtes pas la seule chose qui tombe. Tout ce qui s'est élevé autour de vous redescend également. Objets, débris, eau, tout ce qui a perdu le contact avec le sol pendant la fenêtre nulle. Et tout descend simultanément, sans coordination, sans aucune considération pour ce qui se trouve en dessous. L'air est rempli de choses retournant vers la terre, et vous essayez d'atterrir sur une surface où d'autres choses pourraient atterrir en même temps. Dans les environnements urbains, les dommages se multiplient. Des bâtiments conçus pour supporter des charges verticales subissent soudain 7 secondes de stress réduit, suivi par toute la structure s'écrasant à nouveau sur ses fondations. Le béton et l'acier peuvent supporter cela. Ils sont conçus pour les tremblements de terre, les charges de vent, la dilatation thermique. Mais les interfaces entre les matériaux, les joints, les connexions et les fixations sont optimisées pour une force continue. Des interruptions brèves suivies d'une réapplication soudaine peuvent créer des concentrations de contraintes, des microfractures, des défaillances dans des composants qui n'étaient jamais censés subir des cycles de chargement rapides. Le verre est particulièrement vulnérable. Les fenêtres sont maintenues dans leur cadre par la gravité et le mastic. Quand la gravité disparaît, le mastic seul doit faire le travail, et le mastic n'est pas conçu pour cela. Les vitres se séparent des cadres, dérivent vers l'extérieur, puis reviennent lorsque la gravité se réaffirme. Mais elles ne reviennent pas proprement. Elles reviennent sous forme de projectiles, d'éclats, de dangers tombant de centaines de pieds de haut, transformant les rues de la ville en zones mortelles. Les dépendances des infrastructures s'enchaînent. Les lignes électriques subissent 7 secondes de tension réduite alors que les câbles s'élèvent légèrement. Quand la gravité revient, les câbles se retendent brusquement, surchargeant potentiellement les points de connexion, déclenchant des pannes dans les sous-stations et provoquant des coupures en cascade sur les réseaux. Les conduites d'eau subissent des fluctuations de pression alors que les colonnes d'eau qu'elles contiennent perdent brièvement leur poids, puis retombent violemment. Les joints de tuyauterie conçus pour une pression statique rencontrent une charge dynamique et un certain pourcentage cède, créant des inondations, de l'érosion et des affaissements de terrain. 7 secondes est en réalité une durée optimale pour maximiser les dommages d'une manière perverse. Des durées plus longues donneraient aux objets plus de temps pour dériver plus loin de la surface, ce qui signifierait des chutes plus hautes et plus de blessures au retour.
Mais des durées plus longues donneraient aussi au système d'urgence plus de temps pour s'activer, aux gens plus de temps pour réagir, aux infrastructures plus de temps pour s'ajuster. À un certain point, si la fenêtre nulle durait assez longtemps, on commencerait à voir des réponses adaptatives, des gens s'agrippant aux structures, des systèmes entrant en mode de sécurité. 7 secondes, c'est trop court pour l'adaptation mais assez long pour le déplacement. C'est le pire compromis possible, où rien n'a le temps de répondre mais où tout a le temps de se déplacer vers des configurations dangereuses. Et le retour est simultané. Tout tombe en même temps, créant un chaos maximum dans un intervalle de temps compressé. L'impact psychologique pourrait être aussi dangereux que physique. Les humains ne sont pas équipés pour traiter l'expérience de l'apesanteur suivie d'un retour soudain de la gravité alors qu'ils sont debout sur un trottoir. La confusion sensorielle seule pourrait paralyser les gens pendant des minutes après, les rendant vulnérables à des dangers secondaires. La panique serait immédiate et généralisée. Les services d'urgence seraient submergés, non seulement par les blessures, mais par le volume immense de personnes convaincues de venir de vivre l'impossible. Et voici le détail vraiment troublant. Si vous saviez que cela allait arriver, si vous aviez l'horodatage et compreniez la physique, vous pourriez vous préparer. Vous pourriez vous allonger, minimiser votre distance par rapport au sol, vous ancrer à des structures fixes. Vous pourriez éteindre les systèmes critiques qui pourraient ne pas survivre au cycle de stress. Vous pourriez évacuer les avions, déplacer les navires vers des eaux profondes où le déplacement serait moins catastrophique. Positionner les intervenants d'urgence pour une couverture maximale. 7 secondes sont survivables si vous savez que cela arrive. C'est catastrophique si vous ne le savez pas. Ce qui soulève la question, si le projet encore est réel, si les gouvernements connaissent l'horodatage, se sont-ils discrètement préparés? Et s'ils l'ont fait, à quoi ressemble cette préparation vue de l'extérieur, par des gens qui ne savent pas ce qu'ils regardent? Partie 10. Renforcement des infrastructures ou coïncidence. En 2022, plusieurs grands centres de données à travers l'Amérique du Nord ont commencé à installer des systèmes avancés d'isolation des vibrations, passant d'une protection standard contre les séismes à des plateformes d'amortissement multi-axes, capables de compenser un déplacement vertical soudain. La raison invoquée était la préparation sismique dans des régions présentant un risque historique de tremblement de terre. Le moment n'avait rien de remarquable. La technologie était disponible dans le commerce, mais le niveau de protection dépassait ce que les codes sismiques standards exigeaient, surtout dans des régions où l'activité sismique est rare. Également en 2022, la Réserve mondiale de semences du Svalbard en Norvège a reçu une mise à niveau importante de ses infrastructures, renforçant son isolation déjà extrême et ajoutant des systèmes de contrôle climatique redondants, capables de fonctionner de manière indépendante pendant des périodes prolongées. Encore une fois, l'explication officielle était logique. Changement climatique, dégel du pergélisol, besoin de préservation à long terme. Mais l'ampleur de la mise à niveau a soulevé des questions sur les scénarios pour lesquels les planificateurs se préparaient réellement. Tout au long de 2023 et 2024, la construction de bunkers a connu un essor discret chez les ultra-riches, mais aussi, de manière moins publique, chez les entrepreneurs gouvernementaux et les planificateurs d'infrastructures critiques. Pas les abris d'apocalypse de luxe qui font les gros titres. Des structures fonctionnelles, modulaires, rapidement déployables, conçues pour la continuité des opérations gouvernementales. Blindage électromagnétique, énergie indépendante, des semaines de stockage de fournitures. La version officielle, planification de la résilience générale. Le murmure officieux, quelque chose de spécifique arrive. Et puis il y a la technologie d'ancrage électromagnétique qui a commencé à apparaître dans les applications industrielles vers 2023. Ce ne sont pas des bottes magnétiques pour astronautes, ce sont des systèmes qui utilisent des champs électromagnétiques contrôlés avec précision pour stabiliser des objets contre les vibrations, les déplacements et les changements soudains d'orientation. Le cas d'utilisation initial était la protection contre les séismes pour les équipements de fabrication sensibles. Mais la technologie fonctionne tout aussi bien pour empêcher les objets de dériver vers le haut lors d'une perte temporaire de gravité, à condition de savoir concevoir pour ce scénario. C'est là que la reconnaissance des formes devient à la fois un outil et un piège. Les humains sont exceptionnels pour trouver des modèles, même lorsque ces modèles sont fortuits. Nous sommes si doués pour cela que nous trouvons des modèles dans le hasard, voyons des visages dans les nuages, entendons des messages dans les parasites. Cette capacité a aidé nos ancêtres à survivre, mais elle nous rend aussi vulnérables à la pensée complotiste.
car une fois que l'on commence à chercher des liens, on en trouve, qu'ils signifient quelque chose ou non. Le renforcement des infrastructures se produit constamment pour des raisons banales. Les codes sont mis à jour, la technologie s'améliore, les planificateurs se préparent au pire scénario parce que c'est leur travail. Le fait que certaines de ces préparations puissent théoriquement protéger contre une perte de gravité de 7 secondes ne signifie pas qu'elles ont été conçues pour cela. Cela signifie que des systèmes robustes conçus pour gérer des conditions extrêmes ont tendance à être robustes contre plusieurs types de conditions extrêmes. Les réserves de semences protègent contre le changement climatique, la guerre nucléaire, les impacts d'astéroïdes et, oui, hypothétiquement, les brèves anomalies gravitationnelles. Non pas parce que quelqu'un s'attend à toutes ces choses, mais parce que la philosophie de conception est de protéger les graines contre tout ce que nous pouvons imaginer. L'isolation contre les vibrations des centres de données protège contre les tremblements de terre, les accidents industriels et, oui, hypothétiquement, un déplacement vertical soudain. Non pas parce que les ingénieurs pensaient au projet encore, mais parce que les systèmes qui gèrent un type de choc ont tendance à gérer les autres. C'est le biais de survie en action. Nous remarquons les préparations qui seraient utiles pour le scénario du complot et ignorons les milliers de préparations qui ne le seraient pas. Nous nous souvenons des bunkers et oublions les digues contre les inondations, les rénovations sismiques, les constructions résistantes aux ouragans. Nous sélectionnons les preuves qui correspondent au récit et écartons celles qui ne correspondent pas, ce qui est exactement la manière dont la coïncidence est confondue avec l'intention. Mais la coïncidence fonctionne dans les deux sens. Si les gouvernements se préparaient réellement pour une fenêtre de gravité de 7 secondes connue, à quoi ressemblerait cette préparation? Serait-elle visible pour le public? Laisserait-elle des traces que nous pourrions détecter? Probablement oui. Se préparer à un événement aussi spécifique, aussi catastrophique et aussi imminent nécessiterait une action coordonnée à travers de multiples agences, pays et secteurs d'infrastructure. Il faudrait prépositionner des fournitures d'urgence, former les intervenants à des scénarios qu'ils ne peuvent pas discuter publiquement, organiser des exercices qui finiraient inévitablement par fuiter. Il faudrait moderniser les installations critiques, ajuster les protocoles d'urgence et allouer des budgets d'une manière qui soulèverait des questions parmi ceux dont le métier est de réviser les dépenses gouvernementales. Une partie de cela pourrait être cachée sous les cadres de préparation aux catastrophes existants. Mais tout, à l'échelle mondiale, pendant des mois ou des années avant l'événement, la compartimentation requise serait extraordinaire et l'incitation pour que quelqu'un fuite l'information serait énorme. Tout le monde ne garde pas un secret, surtout quand le secret est « le monde est sur le point de subir une défaillance de la gravité et nous ne le disons à personne ». Ainsi, soit la préparation n'a pas lieu, ce qui suggère que le projet encore n'est pas réel ou n'est pas connu des gouvernements, soit la préparation est si diffuse, si répartie dans les programmes existants, qu'elle est indiscernable de l'amélioration normale des infrastructures. Soit la préparation a lieu mais nous l'interprétons mal, voyant des mises à niveau sans en comprendre le véritable but car celui-ci est si étrange que notre reconnaissance des formes ne parvient pas tout à fait à le cerner. Et c'est là que la théorie du complot devient infalsifiable. Toute preuve de préparation la confirme, toute absence de preuve la confirme différemment, prouvant que le secret est bien gardé. Toute mise à niveau d'infrastructure pourrait être pertinente. Tout plan de catastrophe normal pourrait être une couverture. La théorie consomme toutes les données disponibles et les convertit en soutien, ne laissant aucune place à la possibilité que, parfois, une réserve de semences soit juste une réserve de semences, construite par des gens qui s'inquiètent du climat et de la guerre et qui veulent se prémunir contre l'effondrement, et non parce qu'ils ont vu une note classifiée sur la gravité. Mais si nous cherchons des signaux dans le bruit, il y a un dernier endroit où regarder, un dernier domaine où les frontières de la connaissance ont bougé plus vite que notre capacité à en comprendre les implications. Partie 11. Constantes variables, la crise silencieuse de la physique. Les constantes de la nature sont censées être constantes, c'est définitif. La vitesse de la lumière, la constante gravitationnelle, la constante de structure fine qui régit les interactions électromagnétiques, ce sont les nombres fondamentaux qui rendent la physique prévisible, qui nous permettent de calculer des trajectoires, de prédire des résultats et de construire des technologies qui fonctionnent de la même manière aujourd'hui qu'hier. Sauf qu'il y a une conversation discrète en physique sur la question de savoir si ces constantes sont réellement constantes à travers tout le temps et l'espace, ou si elles sont simplement assez constantes, assez stables dans les plages que nous avons mesurées, pour que nous ayons confondu une cohérence locale
avec une loi universelle. La constante de structure fine est celle qui reçoit le plus d'attention. C'est un nombre sans dimension, environ 1 divisé par 137, qui apparaît partout dans l'électrodynamique quantique. Elle ne devrait pas changer. Il n'y a aucun mécanisme dans la physique standard qui la ferait changer. Mais certaines observations astronomiques, des mesures de la lumière de quasars lointains ayant voyagé pendant des milliards d'années avant de nous atteindre, suggèrent que la constante de structure fine aurait pu être légèrement différente dans l'univers primitif. L'accent est mis sur le « pourrait ». Les mesures sont à la limite de la détectabilité. Les incertitudes sont grandes, les données sont contestées, mais le fait que les physiciens aient même cette conversation que peut-être les constantes varient soit une hypothèse digne d'investigation plutôt que d'être immédiatement rejetée, révèle quelque chose sur l'état de notre compréhension de la physique fondamentale. Nous sommes moins certains qu'avant. Les bords sont plus flous. Les choses que nous pensions absolues commencent à ressembler davantage à des approximations qui fonctionnent très bien dans la plupart des conditions, mais qui pourraient s'effondrer dans des circonstances extrêmes que nous n'avons pas encore rencontrées. La gravité est plus difficile à tester pour la variabilité car elle est faible, incroyablement faible par rapport aux autres forces fondamentales. La force électromagnétique entre deux électrons est environ 10 à la puissance 42 fois plus forte que la force gravitationnelle entre eux, ce qui signifie que détecter de minuscules variations de la gravité nécessite une précision incroyable, des mesures sur d'énormes distances ou des masses énormes, et même là, vous luttez contre le bruit et l'incertitude. Mais si les constantes peuvent varier, si les nombres que nous avons intégrés dans nos théories les plus profondes sont en fait des paramètres qui dépendent de conditions que nous ne comprenons pas pleinement, alors l'écart entre impossible et non observé s'élargit. Une disparition de la gravité pendant 7 secondes ne semble plus tout à fait aussi absurde si la gravité elle-même est un paramètre qui répond à des configurations de l'espace-temps, des distributions d'énergie ou des conditions que nous n'avons pas encore cartographiées. Ce n'est pas une preuve pour le projet Anchor, c'est la preuve que la physique cherche encore les questions à poser. Chaque génération de physiciens pense avoir presque tout compris, qu'elle ne fait que remplir les détails aux marges. Et chaque génération découvre quelque chose qui force une remise en question fondamentale de ce qui semblait réglé. La mécanique quantique l'a fait au début du XXe siècle. La relativité générale l'a fait. La découverte de la matière noire et de l'énergie noire l'a fait. Nous avons parcouru 80% d'un siècle et nous ne savons toujours pas de quoi 95% de l'univers est fait. Nous appelons cela matière noire et énergie noire parce que nous pouvons en détecter les effets, mais pas la composition. Nous avons des cadres entiers de physique construits autour de variables inconnues, des X dans des équations que nous n'avons pas encore résolues. Et dans cette incertitude, la spéculation s'engouffre. Si les constantes ne sont pas constantes, si la gravité peut varier, si l'espace-temps n'est pas aussi rigide que nous le pensions, alors peut-être que, hypothétiquement, dans des conditions très spécifiques impliquant des alignements que nous n'avons pas prédits et des phénomènes que nous n'avons pas observés, quelque chose d'étrange pourrait arriver. Non pas parce que l'univers est malveillant ou chaotique, mais parce que les règles que nous avons découvertes sont incomplètes, et que la version complète contient des comportements que nous n'avons pas anticipés. C'est la frontière philosophique où la science rencontre l'humilité. Nous savons ce que nous avons mesuré. Nous ne savons pas ce que nous n'avons pas mesuré. L'espace entre les deux est l'endroit où vivent les nouvelles découvertes, mais aussi celui où la spéculation prolifère, et distinguer les deux avant l'arrivée des preuves est véritablement difficile. Le projet Anchor nous demande de croire que quelque chose de non mesuré est sur le point d'être mesuré de la pire des manières, que les constantes auxquelles nous faisons confiance sont sur le point de trahir cette confiance pendant 7 secondes, que l'univers nous réserve une surprise et que nous sommes programmés pour la recevoir à une date qui figure déjà sur le calendrier. Et pendant que nous contemplons les limites de ce que nous savons, une autre frontière s'ouvre, une où les questions ne sont même plus posées par des humains. Partie 12. L'IA écrit maintenant des hypothèses de physique. En 2023, un système d'IA formé sur des articles de physique a commencé à générer des hypothèses inédites sur les interactions des particules, non pas en suivant des instructions explicites, mais en trouvant des modèles dans la littérature, en identifiant des lacunes dans les théories existantes et en proposant des expériences que les physiciens humains n'avaient pas envisagées. Certaines de ces propositions étaient absurdes, des artefacts mathématiques sans signification physique. Mais certaines étaient de véritables intuitions, des questions méritant d'être posées,
des expériences méritant d'être menées. Cela marque un tournant dans le fonctionnement de la physique théorique. Pendant des siècles, les humains ont généré des hypothèses basées sur l'intuition, la beauté mathématique et les anomalies expérimentales. Le processus était créatif, désordonné, guidé par des pressentiments et des réalisations nocturnes. Mais l'IA n'a pas de pressentiment. Elle a une reconnaissance des formes à des échelles que les humains ne peuvent égaler. Elle peut prendre en compte des milliers de variables simultanément, explorer des espaces de solutions trop vastes pour la cognition humaine, et proposer des liens qui violent nos intuitions, mais satisfont les contraintes mathématiques. Le problème est que les hypothèses générées par l'IA semblent souvent bizarres, parce qu'elles sont optimisées pour la cohérence mathématique et non pour la plausibilité narrative. Une IA pourrait proposer un mécanisme impliquant des interactions à 3 corps et des configurations de champs qui satisfont techniquement les équations, mais semblent totalement étrangères aux physiciens humains qui ont passé leur carrière à développer une intuition sur le fonctionnement de la nature. Le projet Anchor pourrait-il être le produit d'une hypothèse d'IA qui se serait échappée dans la nature? Quelqu'un aurait-il pu injecter les données actuelles sur les ondes gravitationnelles, la mécanique orbitale du système solaire et la relativité générale dans un système conçu pour trouver des anomalies, et obtenir en retour la prédiction d'une fenêtre nulle de 7 secondes qui satisfait techniquement les mathématiques mais viole toute intuition physique? Ce n'est pas impossible. Des systèmes d'IA ont proposé des théories qui semblaient initialement fausses, mais se sont avérées prédire des phénomènes réels une fois que des expériences ont pu les tester. La différence entre une intuition de l'IA et une hallucination de l'IA n'est pas toujours évidente avant que la nature n'apporte sa réponse avec des résultats expérimentaux. Et si quelqu'un prenait au sérieux une prédiction générée par IA, s'il effectuait les calculs lui-même et ne parvenait pas à trouver la faille, s'il convainquait d'autres de regarder les mathématiques, la théorie pourrait se propager même si elle est basée sur un artefact informatique plutôt que sur la réalité physique. Mais voici le risque. Nous sommes de plus en plus incapables de vérifier si une théorie a du sens sans la tester réellement. La physique est devenue si mathématique, si abstraite, que l'intuition humaine n'est plus un guide fiable. Nous avons accepté des théories qui semblent folles, des prédictions contre-intuitives que les expériences ont confirmées plus tard. Ainsi, quand une IA dit « la gravité faillira pendant 7 secondes à cette date », nous ne pouvons pas simplement en rire. Nous devons vérifier. Nous devons regarder les mathématiques, lancer des simulations, examiner si la proposition, aussi étrange soit-elle, pourrait pointer vers quelque chose de réel. Et si nous ne pouvons pas distinguer entre la créativité de l'IA et l'erreur de l'IA sans test empirique, et si le test nécessite d'attendre jusqu'au 12 août 2026 pour voir si la prédiction se manifeste, alors nous sommes dans une position épistémologique étrange. Nous avons une hypothèse que nous ne pouvons actuellement ni valider ni falsifier, générée par un processus que nous ne comprenons pas pleinement, prédisant un événement qui serait catastrophique s'il était réel et embarrassant s'il était faux. La question devient, à quel point faites-vous confiance à la capacité d'une machine à trouver des modèles en physique? Et si vous ne lui faites pas confiance, mais que vous ne pouvez pas non plus prouver qu'elle a tort, que faites-vous de l'incertitude? C'est là que le futur de la formation des théories devient inconfortable. Nous externalisons la génération d'hypothèses à des systèmes qui n'expliquent pas leur raisonnement, n'ont pas d'intuition, et se moquent de savoir si leurs propositions ont un sens narratif. Ils cherchent simplement des solutions mathématiques et rapportent ce qu'ils trouvent. Parfois, ces solutions correspondent à la réalité. Parfois, ce sont de magnifiques absurdités. Et nous ne saurons pas toujours laquelle est laquelle tant que la réalité n'aura pas fourni de réponse. Le projet Anchor est peut-être une invention humaine, une théorie du complot construite à partir de physique mal comprise et d'imagination apocalyptique. Ou c'est peut-être un artefact d'IA, une prédiction mathématiquement valide, mais physiquement vide de sens que quelqu'un a pris trop au sérieux. Ou c'est peut-être une véritable anomalie, une prédiction que notre compréhension actuelle ne peut pas intégrer, mais que la compréhension future validera. Et la seule façon de le savoir est d'attendre, ce qui nous amène aux lacunes que nous remarquons déjà, les petites anomalies qui n'ont pas encore d'explication. Partie 13. Les bugs de l'espace-temps que nous n'avons pas encore nommés. En 2021, un système de suivi par satellite a enregistré une anomalie. Pendant environ 3 secondes, des satellites GPS dans une configuration orbitale spécifique ont rapporté des données de position qui ne correspondaient même pas à leur trajectoire prédite. L'écart était minuscule, bien en deçà de l'incertitude de mesure, et les satellites se sont corrigés immédiatement.
L'incident a été enregistré, brièvement étudié, attribué à un bug logiciel et classé. Personne n'en a fait un plat parce que ce genre d'anomalie arrive. L'espace est désordonné. La pression de radiation solaire affecte les orbites des satellites. Le champ gravitationnel de la Terre n'est pas parfaitement uniforme. Les horloges atomiques se désynchronisent occasionnellement. Nous avons des protocoles entiers pour identifier et corriger les erreurs de mesure, et la plupart du temps, c'est exactement ce qu'elles sont. Des erreurs, pas des signaux. Mais voici le point délicat lorsqu'on opère à la limite de la précision. Nous ne savons pas toujours faire la différence entre le bruit et le signal avant d'avoir assez de contexte pour interpréter ce que nous voyons. La première détection d'ondes gravitationnelles ressemblait à du bruit, jusqu'à ce que LIGO confirme que ce n'en était pas. Le fond diffus cosmologique ressemblait à des interférents, jusqu'à ce que Penzias et Wilson réalisent qu'ils avaient découvert la lueur résiduelle du Big Bang. Nous mesurons l'espace-temps avec des instruments assez précis pour détecter des effets que nous n'avons pas encore nommés. Les horloges atomiques sont sensibles à la dilatation gravitationnelle du temps sur des changements d'élévation de quelques pieds. Les détecteurs d'ondes gravitationnelles peuvent ressentir les ondulations de l'espace-temps provenant de la collision de trous noirs à des milliards d'années-lumière. Et avec cette sensibilité vient une vulnérabilité à tout ce qui affecte l'espace-temps de manières inattendues. Il existe un registre, quelque part dans les archives des agences de suivi des satellites et de chronométrie, d'événements qui n'ont pas d'explication satisfaisante, des désynchronisations d'horloges qui ont duré plus longtemps qu'elles ne l'auraient dû, des perturbations orbitales qui ne correspondent pas au modèle de pression solaire, des anomalies gravitationnelles mesurées par les satellites Grace qui grimpent brièvement puis disparaissent. Aucune de ces choses, prises individuellement, ne signifie quoi que ce soit. Elles sont toutes explicables comme des erreurs de mesure, des bugs instrumentaux ou des effets mineurs que nous n'avons pas modélisés avec précision. Mais mises bout à bout, elles forment un bourdonnement de fonds de points de données non résolus. La science fonctionne en enregistrant ces anomalies sans sauter aux conclusions, en les classant jusqu'à ce que des modèles émergent ou que de meilleurs instruments permettent de meilleures mesures. La plupart des anomalies restent des anomalies pour toujours, des notes de bas de page intéressantes qui ne se transforment jamais en découvertes. Mais certaines, finalement, se transforment en révolutions. C'est ici que le projet Anchor pourrait théoriquement se cacher s'il était un phénomène réel avec des précurseurs subtils, des ruptures brèves et intermittentes dans la géométrie gravitationnelle qui se produisent à une échelle juste en dessous de notre capacité à les détecter avec certitude. Des événements qui s'enregistrent comme du bruit dans nos instruments, mais qui ne sont pas tout à fait assez aléatoires pour être du pur bruit. Des modèles qui ne deviennent évidents qu'avec le recul, une fois que l'on sait quoi chercher et quand. Le défi est de distinguer entre « nous ne comprenons pas encore cela » et « cela ne signifie rien ». La science exige à la fois humilité et scepticisme, la volonté d'admettre l'incertitude tout en ne poursuivant pas chaque signal inexpliqué dans le territoire du complot. Mais l'équilibre est dur à maintenir, surtout quand les enjeux sont élevés et que les données sont ambiguës. Et l'ambiguïté est ce dont se nourrit le projet Anchor. La théorie n'exige pas de précurseurs dramatiques, de signes d'avertissement évidents ou de contradictions flagrantes dans nos données. Elle exige simplement la possibilité que quelque chose que nous n'avons pas mesuré assez précisément puisse se manifester de manière catastrophique sous des conditions spécifiques. Elle nous demande de considérer si les lacunes de nos connaissances y sont juste des lacunes, ou si elles cachent quelque chose qui est sur le point de se révéler. Ce qui nous amène à la pièce finale de ce puzzle, pourquoi nous avons même cette conversation. Pourquoi les humains sont attirés par les apocalypses programmées, les prédictions précises et l'étrange confort de savoir quand la fin pourrait arriver. Partie 14. Le besoin humain d'une apocalypse programmée. Nous prédisons la fin du monde depuis que nous avons des calendriers. L'an 2000 allait faire planter les systèmes informatiques mondiaux. Le calendrier Maya allait s'arrêter en 2012. Les éruptions solaires allaient griller notre électronique. Les astéroïdes allaient frapper. Les supervolcans allaient entrer en éruption. Chaque génération trouve sa propre apocalypse, écrit la date sur le mur, puis regarde la date passée sans incident. Mais voici le fait, nous continuons de le faire. Nous continuons de graviter vers des prédictions avec des horodatages spécifiques, même si ces horodatages sont toujours faux. Le 12 août 2026 n'est que le dernier né d'une longue tradition de dates que nous avons marquée comme potentiellement catastrophiques, et il rejoindra presque certainement la longue liste des non-événements sur lesquels nous jetons un regard mêlé de soulagement et d'embarras. Alors pourquoi faisons-nous cela?
Pourquoi sommes-nous si attirés par la ruine programmée? Parce que la précision réduit l'anxiété existentielle. L'inconnu est terrifiant. Quelque chose de mal pourrait arriver un jour et plus dur à traiter que quelque chose de mal arrivera à cette date précise, à cette heure précise. Le premier est une angoisse sans forme. Le second est un problème autour duquel on peut s'organiser. On peut se préparer. On peut faire le compte à rebours. On peut prendre des décisions basées sur l'hypothèse que l'on sait quand le moment critique arrivera. 7 secondes est particulièrement intéressant de ce point de vue psychologique. Ce n'est pas une annihilation instantanée, ce qui serait terrifiant mais aussi simple. Ce n'est pas un effondrement lent qui exigerait une anxiété soutenue sur des années. C'est une crise brève, survivable, avec un début et une fin claire. On peut s'imaginer y survivre. On peut répéter mentalement ce que l'on ferait, et cela rend la chose gérable d'une manière que les menaces véritablement existentielles ne sont pas. C'est pourquoi le projet Encore a plus de persistance psychologique que les prédictions vagues sur l'effondrement climatique ou le déclin sociétal graduel. Ces menaces sont réelles, mesurables et déjà en cours, mais elles ne nous donnent pas un moment précis sur lequel nous concentrer. Elles exigent une attention et une action soutenue sur des décennies, ce que le cerveau humain est notoirement incapable de maintenir. Mais une fenêtre de 7 secondes, ça, nous pouvons le concevoir. Le compte à rebours lui-même devient une forme de structure. Nous sommes à 7 mois de l'échéance au moment où j'écris ces lignes. Chaque jour, le compteur diminue. Chaque semaine nous rapproche du moment de vérité. Cette structure temporelle crée un élan narratif, le sentiment que nous avançons vers une résolution. Et l'être humain a soif de résolution, même lorsque celle-ci pourrait être catastrophique, car l'incertitude est plus difficile à vivre que la certitude. Historiquement, les apocalypses programmées ont rempli des fonctions sociales au-delà des prédictions elles-mêmes. Elles créent des communautés de croyants. Elles offrent des explications sur la raison pour laquelle le monde semble anormal, instable, voué à l'effondrement. Elles fournissent des cadres moraux. La fin approche parce que nous avons échoué à un test cosmique, parce que nous avons irrité l'univers, parce que nous avons bâti notre civilisation sur des fondations insoutenables. L'Apocalypse devient un jugement, et y survivre devient une rédemption. Le projet Encore s'inscrit dans ce modèle. Il n'est pas présenté comme un simple coup de malchance. Il est cadré comme la conséquence de forces que nous ne comprenons pas, d'alignements que nous n'avions pas prédits, peut-être même d'avertissements que nous avons ignorés. Il y a cette idée sous-jacente que si nous avions prêté plus d'attention aux données sur les ondes gravitationnelles, à la mécanique orbitale, aux signaux subtils que l'univers nous envoyait, nous aurions pu le voir venir plus tôt. Le fait que nous ne l'ayons pas fait donne l'impression que la menace est méritée, ce qui, paradoxalement, la rend plus réelle. Et puis, il y a le confort d'un faux contrôle. Si vous connaissez la date, vous pouvez vous préparer. Vous pouvez stocker des provisions, élaborer des plans, vous positionner pour survivre. La préparation elle-même devient un rituel, une manière d'affirmer son libre arbitre face à l'incertitude cosmique. Peu importe que la menace soit réelle. Ce qui compte, c'est que faire quelque chose semble préférable à ne rien faire, et une apocalypse programmée vous donne la permission d'agir sur des peurs que vous devriez autrement refouler. Mais la plupart de ces prédictions échouent. La date arrive, rien ne se passe, et nous sommes alors confrontés à un choix, admettre que nous avions tort ou ajuster le récit. Certains croyants abandonnent totalement la théorie, embarrassés par leur crédulité. D'autres s'entêtent, affirmant que la date était symbolique, ou que le désastre a été évité par une intervention, ou qu'il s'est produit mais de manière si subtile que seuls eux peuvent le percevoir. La théorie ne meurt pas, elle se transforme, évolue, trouve de nouvelles formes qui préservent le récit central tout en accommodant l'échec de la prédiction spécifique. Le projet Encore a intégré une sorte de résilience narrative. Si le 12 août 2026 arrive et repart sans incident, les croyants pourront prétendre que les préparatifs ont fonctionné, que les élites mondiales ont réussi à atténuer la menace sans l'admettre publiquement. Ou ils pourront affirmer que les calculs étaient légèrement erronés et que le véritable événement est encore à venir. Ou ils pourront pivoter en soutenant que la fenêtre de 7 secondes a bien eu lieu, mais qu'elle était trop subtile pour que la plupart des gens la remarquent, n'étant détectable que dans les données qu'on ne nous montre pas. C'est là encore le problème de l'infalsifiabilité. La théorie est structurée de telle sorte que n'importe quel résultat peut être interprété comme étant cohérent avec elle. La gravité faillit? Preuve que c'était réel. La gravité ne faillit pas? Preuve d'une intervention réussie
ou d'une désinformation délibérée. La théorie survit au contact de la réalité en refusant de s'engager sur des prédictions spécifiques et vérifiables qui ne pourraient être justifiées après coup. Et cela nous amène enfin à la question qui importe plus que de savoir si le projet Anchor est réel. La question de savoir ce que le fait d'y croire révèle sur nous, sur notre rapport à la connaissance, à l'incertitude et à l'univers que nous essayons de comprendre. Partie 15. La question finale. Faisons l'inventaire de ce que nous savons réellement. Nous savons que la gravité ne fonctionne pas de la manière exigée par le projet Anchor. Nous savons qu'il n'existe aucun mécanisme dans la physique acceptée pour une fenêtre nulle de 7 secondes. Nous savons que les ondes gravitationnelles n'annulent pas la gravité, que les masses ne cessent pas spontanément de courber l'espace-temps, que les forces qui vous maintiennent à la surface de la planète ne peuvent pas être désactivées sans supprimer la masse de la planète. Nous savons aussi que notre compréhension de la gravité est incomplète. Nous savons qu'il existe des phénomènes que nous ne pouvons expliquer, des mesures à la limite de la précision qui ne correspondent pas toujours aux prédictions, des lacunes dans nos modèles où une nouvelle physique pourrait se cacher. Nous savons que la certitude est un luxe que la science nous accorde rarement et que la différence entre impossible et jamais observé est plus mince que nous aimerions l'admettre. Nous savons que le 12 août 2026 est une date réelle avec une véritable éclipse solaire. Nous savons que la précision accroît la crédibilité, que des horodatages spécifiques semblent plus autoritaires que des avertissements vagues, que les humains sont psychologiquement vulnérables aux prédictions détaillées, même lorsque celles-ci manquent de preuves. Nous savons que 89 milliards de dollars est un chiffre réel qui se situe inconfortablement entre le trop petit et le trop grand, que le renforcement des infrastructures se produit constamment pour des raisons banales, que la planification de la préparation semble suspecte lorsqu'elle est vue à travers le prisme du complot, mais aussi que certaines préparations sont véritablement secrètes pour des raisons légitimes. Et nous savons que cette théorie persiste malgré les démystifications, que l'horodatage n'a pas varié, que le récit est resté stable d'une manière que la plupart des canulars viraux n'atteignent pas, que quelque chose dans le projet Anchor a résonné assez fortement auprès des gens pour le maintenir en vie pendant des années. Alors, si la gravité ne peut pas disparaître, si la physique ne le permet pas, si les preuves sont absentes et le mécanisme impossible, pourquoi cette idée ne s'effondre-t-elle pas sous le poids de sa propre implausibilité ? Peut-être parce que la plausibilité n'est pas ce qui maintient les idées en vie. Les histoires persistent lorsqu'elles répondent à des besoins psychologiques, lorsqu'elles offrent des cadres pour comprendre l'incertitude, lorsqu'elles donnent corps à des peurs pour lesquelles nous n'avons pas d'autre langage. Le projet Anchor est moins une hypothèse de physique qu'un artefact culturel, un miroir reflétant nos angoisses à l'idée de vivre dans un univers que nous ne comprenons pas pleinement, régi par des forces que nous ne pouvons contrôler, dépendant d'une stabilité que nous n'avons jamais réellement testée jusqu'à ses limites. La théorie demande « Et si le sol sous vos pieds n'était pas aussi solide que vous le pensez ? Et si les forces en lesquelles vous avez eu confiance toute votre vie n'étaient fiables que jusqu'à ce qu'elles cessent de l'être ? Et si l'univers avait programmé un rappel pour vous signifier que vous avez emprunté cette stabilité selon des termes qui n'ont jamais été garantis ? Ce sont des questions inconfortables. Elles touchent à l'incertitude fondamentale de l'existence, au fait que nous naviguons dans la réalité en nous basant sur des modèles qui ont tenu jusqu'à présent mais qui pourraient ne pas tenir éternellement. Et plutôt que de composer avec cette incertitude, plutôt que d'accepter que nous ne savons pas tout et que nous pourrions être surpris, nous construisons des récits. Nous bâtissons des histoires qui donnent à l'incertitude une forme, un horodatage, un mécanisme. Le projet Anchor est un canular, presque certainement. La physique ne le soutient pas. Les preuves n'existent pas. La date viendra et s'en ira sans incident, et dans 9 mois, nous repenserons à toute cette conversation avec la reconnaissance penaude que nous nous sommes laissés emporter par une histoire virale qui n'a jamais été rien de plus qu'une fiction habillée de terminologie scientifique. Mais le fait que nous nous soyons laissés emporter compte. Cela révèle quelque chose sur la manière dont nous traitons l'information à une époque où l'expertise est remise en question, où le savoir institutionnel rivalise avec la spéculation virale, où les frontières entre le possible et l'impossible ont été floutées par des découvertes authentiques qui semblaient folles jusqu'à ce qu'elles soient mieux prouvées vraies. Nous vivons dans un univers capable de nous surprendre. Les trous noirs existent, l'intrication quantique existe, l'espace-temps est élastique. Les briques fondamentales de la réalité se comportent de manière qui viole
toutes les intuitions dont l'évolution nous a dotés. Alors, quand quelqu'un prétend que la gravité pourrait faillir pendant 7 secondes, nous ne pouvons pas l'écarter uniquement parce que cela semble absurde, car l'absurdité a cessé d'être un guide fiable de l'impossibilité quelque part au début du XXe siècle. Ce que nous pouvons faire, c'est exiger des preuves. Des affirmations extraordinaires exigent des preuves extraordinaires, et le projet Anchor n'en a fourni aucune. Pas de calcul vérifié, pas d'observation reproductible, aucun mécanisme qui survive au contact de la physique établie, juste un horodatage, un chiffre budgétaire et une structure narrative conçue pour résister à la falsification, et cela devrait suffire pour l'écarter. Dans un monde rationnel, l'absence de preuves combinée à la violation des lois physiques connues suffirait à fermer le livre sur cette théorie. Mais nous ne vivons pas dans un monde purement rationnel. Nous vivons dans un monde où la croyance persiste en dépit des preuves, où les récits rivalisent avec les données, où la résonance émotionnelle d'une histoire importe souvent plus que sa correspondance avec la réalité. Ainsi, le projet Anchor continuera de circuler jusqu'au 12 août 2026. Le compte à rebours se poursuivra. Les croyants se prépareront. Les sceptiques démystifieront. Et quelque part au milieu, la plupart des gens garderont une infime part de doute, une question murmurée qu'ils n'avoueront pas tout à fait. Et si? Car c'est ce que des théories comme celle-ci offrent réellement. Pas de la connaissance, pas de la prédiction, mais la permission d'imaginer que l'univers pourrait encore avoir des surprises en réserve, que les lois que nous avons découvertes pourraient ne pas être l'ensemble complet, que la réalité consensuelle est une construction fragile que nous avons eu la chance d'habiter jusqu'à ce que quelque chose vienne la briser. Si la gravité cligne des yeux le 12 août, si l'impossible se manifeste et que nous nous retrouvons soudain à vivre une expérience de physique qui tourne au désastre catastrophique, alors tout ce qui est écrit ici devient hors de propos. Le débat prend fin, les preuves arrivent, et nous passerons le temps qu'il nous restera à essayer de comprendre ce qui vient de se passer et comment survivre à la suite. Mais si la gravité ne cligne pas des yeux, si 14h33, temps universel coordonné arrive et repart, et que vous restez fermement pressé contre le sol, respirant un air qui n'a pas oublié comment se stabiliser, observant des objets qui refusent de flotter, alors nous serons confrontés à une question différente. Non pas si l'univers est plus étrange que nous l'imaginions, mais si nous sommes capables d'accepter que parfois l'univers est exactement aussi étrange qu'il en a l'air, ni plus ni moins. Et c'est peut-être là le véritable test. Non pas si nous survivons à une défaillance de la gravité de 7 secondes, mais si nous pouvons vivre avec l'incertitude sans construire des catastrophes pour lui donner une forme, si nous pouvons composer avec le savoir que nous ne savons pas tout, que des surprises pourraient encore attendre, que l'univers opère selon son propre calendrier et ne nous doit aucun préavis. Et si l'univers ne clignait pas des yeux, et s'il continuait simplement, indifférent à nos prédictions, régi par des lois que nous avons pour la plupart comprises, révélant occasionnellement une nouvelle complexité, mais ne livrant jamais tout à fait la rupture dramatique que nos cerveaux avides de modèles attendent sans cesse? Peut-être que la vraie question n'est pas de savoir si la gravité va faillir. C'est peut-être de savoir si nous pouvons accepter qu'elle ne le fera probablement pas et continuer à chercher des réponses malgré tout, non pas parce que nous attendons l'apocalypse, mais parce que la curiosité sur le fonctionnement de la réalité n'a pas besoin de catastrophe pour se justifier. Le 12 août 2026 arrivera, 7 mois, et le compte à rebours continue. Et quand ce sera le cas, quand cette seconde précise passera et que le monde restera exactement aussi lié à la gravité qu'il l'était l'instant d'avant, nous aurons notre réponse. Pas sur la gravité, sur nous-mêmes, sur ce que nous croyons, pourquoi nous le croyons, et ce qu'il faut pour changer d'avis quand les preuves refusent de coopérer avec l'histoire. D'ici là, nous attendons, nous observons, nous nous interrogeons et nous nous agrippons au sol sous nos pieds, reconnaissant qu'il soit toujours là, toujours solide, nous tirant toujours vers le bas avec la constance fiable d'un espace-temps courbé, faisant exactement ce qu'Einstein avait prédit. L'univers ne cligne pas des yeux, mais parfois, nous le faisons.